Ok. Merci d'être présent aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de pratiques managériales vertueuses. Alors, pourquoi parler de management? La première raison qui m'a menée à avoir envie d'investir là-dedans, c'est Fabien, l'année dernière, lors de sa conférence. Il a parlé de l'étude Analytics qui a été faite en 2020, qui dit que la première raison pour laquelle les militants animalistes quittent leur rôle dans le mouvement, qu'ils soient salariés ou bénévoles, en tout cas outre-Atlantique, c'est des problèmes de leadership. Et il y a aussi d'autres éléments qui nous donnent envie de s'investir en management, typiquement l'augmentation de la productivité. Donc il y a une étude du Journal of Labor Economics qui dit que la productivité d'un salarié heureux augmente de 12% par rapport à un salarié témoin. Donc investir dans des pratiques managériales qui font en sorte que les personnes qui composent le mouvement se sentent bien, c'est aussi permettre de rendre le mouvement plus efficace. On diminue le turnover, etc. Donc, aujourd'hui, je vous propose de poser la question de quelles sont les pratiques managériales à adopter pour offrir un cadre agréable, pérenne et efficace dans son équipe militante. Donc, dans le management, je vais surtout me concentrer sur le management humain, les relations interpersonnelles, parce qu'il y a, le management, ça peut être aussi beaucoup plus large sur des... Ça marche encore dessus. Ça peut être aussi des thématiques beaucoup plus larges en termes d'organisation de structure, mais là, ça va être plutôt dans les relations interpersonnelles. Et donc, on pourrait en faire quelque chose de beaucoup plus long. J'ai essayé de condenser ce qui m'a semblé, ce que j'ai appris qui semblait important en l'espace de 40-45 minutes. Et ensuite, on pourra échanger sur ces thématiques. Donc, ça va se dérouler en 4 grandes parties. D'abord, les quelques bases que j'ai apprises en management qui permettent de rendre une équipe agréable et efficace. Ensuite, un point sur la motivation, parce que j'ai fait mon mémoire sur comment gérer la motivation bénévole dans un parti politique. Et ensuite, un focus sur la coopération, puis sur les valeurs. Donc, pour commencer la partie sur les bases, je propose de parler du projet Aristote. C'est un projet qui a été mené par Google pour essayer de comprendre quelles étaient les composantes de l'efficacité d'une équipe. Et il se trouve que les meilleures équipes sont les équipes les plus efficaces sont les équipes où les gens sont les plus gentils les uns envers les autres. Et donc, du coup, j'ai cherché qu'est-ce que ça voulait dire être gentil. Et donc, il y a plein d'attitudes qui sont indispensables à une relation de gentillesse. Ça va être par exemple faire confiance, être respectueux, délicat, bienveillant, penser positif, avoir le sens de l'humour, être léger, définir un cadre et le respecter, etc. Donc, donc j'ai tendance à accorder pas mal de crédit à cette étude parce que j'imagine que Google a très envie d'avoir des équipes efficaces. Du coup, je leur fais plutôt confiance. Et donc, dans un cadre militant, ça peut être, par exemple, quand on travaille en visioconférence, c'est mettre la caméra, parce qu'on a plus tendance à se regarder, à échanger des sourires, à avoir plus de moments qui créent une bonne base pour la gentillesse, en tout cas. Avoir le réflexe de demander comment les gens vont avant de commencer à travailler, par exemple. Et ensuite, il y avait donc 4 autres éléments qui ont été notés comme les composantes d'une équipe efficace. C'est donc la codépendance. Ça va être le fait d'avoir confiance en le fait que chaque membre de l'équipe va effectuer son travail. Enfin, tout le monde dépend les uns des autres, mais aussi on a vachement confiance dans le fait qu'on peut compter les uns sur les autres. On sait que chacun effectuera son travail. Donc quand quelqu'un prend un engagement, il va le respecter. On a aussi la clarté de la structure et des buts. Donc c'est les fonctions, les objectifs et les attentes sont clairement définis et les moyens pour les atteindre pour les réaliser sont également disponibles. Il y a le sens, bon ça en général dans l'animalisme ça pose pas trop de soucis, c'est en gros est-ce qu'on travaille ensemble pour quelque chose qui nous semble important pour chacun d'entre nous. Et en dernier point on a l'impact, donc en gros est-ce qu'on croit chacun vraiment que notre travail compte, a réellement un impact dans le sens qu'on lui donne. Donc ça, ces 5 éléments-là, c'est important d'essayer de les incorporer dans une dynamique de travail, d'équipe.
Mais avant tout, ce qui était super intéressant, c'est que avant même de savoir si une équipe peut être efficace, ce qui constitue même l'équipe, c'est le sentiment de sécurité psychologique. Et donc, il y a une définition que je trouve pas mal. C'est un sentiment de confiance qu'une équipe, un sentiment de confiance qu'une équipe ne fera pas honte, ne rejettera pas ou ne punira pas quelqu'un qui s'exprime, ou encore un climat caractérisé par la confiance interpersonnelle et le respect mutuel, dans lequel les gens se sentent à l'aise. Et donc, avant même d'essayer de travailler à constituer une équipe efficace, je disais, c'est que pour avoir une sensation de former une équipe, il faut qu'il y ait un sentiment de sécurité psychologique. Et donc, une des questions qui peut permettre de révéler si la sécurité psychologique est présente ou pas, c'est par exemple, si je fais une erreur, je sais qu'elle ne sera pas retenue contre moi. Et donc, ensuite, il y a d'autres éléments qui semblent essentiels à un bon management d'équipe. Il y a le fait d'être à l'écoute, mais pas seulement être à l'écoute. C'est bien d'avoir une posture d'écoute, mais c'est aussi créer des espaces pour écouter. Parce que si on si on crée pas des espaces dédiés, il y a beaucoup de personnes qui vont pas oser ou avoir l'énergie de s'exprimer. Et donc ça peut être par exemple créer un espace dédié pour faire des points sur comment chacun se sent dans l'équipe, dans son travail, donc soit avec une réunion spécifique ou avec un moment dans une réunion mensuelle ou hebdomadaire, etc. L'idée, ça va vraiment être de voir arriver les problèmes. On est toujours dans une posture où on essaie de comprendre ce que les autres ressentent. Et ça peut être intéressant aussi d'apprendre à reformuler ce que peuvent exprimer les membres de l'équipe pour montrer qu'on a bien compris. Il y a aussi la communication interne, parce qu'il y a beaucoup de conflits dans les structures qui sont liés à une mauvaise communication interne. Et en l'occurrence, en plus, c'est un vecteur d'implication. Parce qu'on a souvent besoin de transparence, ça permet de se sentir valorisé aussi, quand on sait qu'on a une information de la structure auquel on appartient. On a aussi une meilleure compréhension du but de son travail, de son investissement, et ça favorise la cohésion, le sentiment d'appartenance, de bien communiquer en interne. Et donc ça peut se traduire de plein de manières différentes. Donc par exemple, ça peut être une lettre d'information interne qui est envoyée à tous les bénévoles. Ça peut, au sein d'une équipe, faire des bilans de journée sur les différentes étapes qui ont été accomplies. Donc ça permet de se rendre compte si un projet avance, mais aussi de mieux comprendre pourquoi un projet avance pas, sans que les personnes soient surchargées. Ça peut être aussi faire des réunions régulières en équipe sur l'avancement des projets en cours, quelles sont les priorités. Donc voilà, investir sur la communication interne, c'est vachement important pour ce point-là. Il y a aussi la valorisation. Donc ça, il y a une étude que j'ai trouvée super intéressante sur le sujet. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait une tâche simple à accomplir. Donc il y avait chaque participant avait une fiche et devait entourer, je crois, les chiffres qui additionnés faisaient 10 ensemble, donc une tâche relativement simple. Et donc dans le premier groupe, les personnes qui remplissaient la fiche remettaient la fiche à l'examinateur et l'examinateur acquiesçait en regardant la fiche, donc presque merci, mais en tout cas il acquiesçait dans sa démarche de réception. Dans le second groupe, l'examinateur prenait et déposait immédiatement la fiche sans la regarder, sans vraiment regarder tellement le participant. Dans le troisième groupe, l'examinateur prenait la fiche et la détruisait immédiatement. Et donc, on se doute que les personnes dont le travail a été gratifié, en tout cas par un hochement de tête, elles ont continué plus longtemps que celles dont le travail a été détruit. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que voilà, le travail qui a été détruit par l'examinateur était inférieur à peu près de 28%, donc les gens ont continué pendant 28% moins de temps que les autres. Mais en fait, la chose qui était la plus surprenante, c'est que l'ignorance, donc le deuxième examinateur qui ne regardait même pas la fiche ni tellement la personne qui l'avait complétée, avait le même effet que la destruction du travail. C'est-à-dire que les gens arrêtaient à peu près au même moment que lorsque leur travail soit détruit ou ignoré. Et donc c'est super important dans une structure d'avoir le réflexe de sans arrêt se remercier en fait pour le travail qui est accompli, pour le temps qui est passé pour chaque chose, parce que l'ignorance c'est aussi quelque chose qui est très destructeur.
Et ce qui peut être intéressant, c'est plus qu'un remerciement général, prendre l'habitude d'avoir un remerciement qualitatif sur ce qui a été produit, en valorisant, je sais pas moi, la profondeur du travail, la rapidité avec laquelle elle a été effectuée, ou ce genre de choses. On a aussi la confiance, oui c'est ça. Donc ça, c'est un point qui est super important aussi, c'est qu'il faut que chaque élément dans une équipe sente qu'il ait confiance en la structure et les uns envers les autres. Et donc la confiance, ça permet de renforcer à la fois l'autonomie, donc ça c'est un point qu'on verra plus tard, le sentiment de sécurité et d'estime. Et ça contribue aussi à la sécurité psychologique et à une relation de gentillesse, de se faire confiance les uns les autres. Et donc voilà, et le manque de confiance, ça peut être aussi, ça va produire que les personnes seront moins fortes de proposition, elles auront tendance à être moins engagées si elles sentent qu'on leur fait pas confiance. Il y a aussi, en psychologie, c'est l'effet Pygmalion, qui définit que, moi, la phrase que j'ai qui me représente le mieux cet effet-là, c'est crois-le fidèle et tu le rendras tel. C'était une phrase de Sénèque, il me semble. En gros, quand on fait confiance à quelqu'un, on crée les conditions pour avoir encore plus confiance, de lui faire confiance. Donc c'est encore plus intéressant de faire confiance pour ça. Et donc, comment ça peut se traduire? Ça va être par exemple présupposer toujours que notre interlocuteur est compétent et qu'il cherche à faire bien son travail. Donc, toujours respecter ses engagements, être dans une dynamique d'authenticité, de transparence. Ça passe aussi par, en tant que manager, la remise en question de soi, la reconnaissance de ses erreurs, parce qu'on a beaucoup plus tendance à faire confiance à un manager qui va reconnaître ses erreurs parce qu'on sait qu'il ne va pas effrontément dans la mauvaise direction juste parce qu'il a décidé que c'était lui qui l'avait décidé. L'avant-dernier point, c'est la vision. Là, l'idée, c'est de pouvoir fédérer une équipe. Dans l'animalisme, on imagine la fin de l'exploitation animale, mais c'est quand même un horizon qui est relativement loin. Et donc avoir quelque chose qui peut être intermédiaire, qui peut permettre de motiver et de passer un peu au-dessus des petits tracas. Donc par exemple, je sais pas, moi je prends l'exemple du parti animaliste, ça pourrait être d'ici 3 ans avoir un ministère de la condition animale. C'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus précis et qui permet de plus mobiliser dans son engagement. C'est pour ça que je pense beaucoup au jeu de l'abolition. Je trouve que ce jeu répond pas mal à cette problématique. Et donc ça permet d'avoir une vision, ça permet de transmettre à la fois la culture de l'association et de traduire la manière dont elle veut y accéder. Alors c'est un terme, c'est assez vague comme définition. J'avais trouvé une citation qui me semblait pas mal. Une vision permet de révéler le rêve d'une communauté de travail et de l'exprimer sous la forme d'un futur idéal désirable par tous et suffisamment détaillé pour que chacun voit tout de suite comment il peut contribuer concrètement chaque jour à sa réalisation. Je pense que ça faudrait un atelier dédié entier à comment créer une vision dans une association, mais c'est un élément qui est intéressant à investir. Et enfin, le dernier point, c'est le développement personnel, c'est-à-dire, je pense que c'est important que les managers investissent dans le développement personnel pour travailler leur intelligence émotionnelle et sociale, parce que avant de pouvoir gérer les autres, c'est bien de pouvoir se gérer soi-même, de gérer ses émotions, et ça permet aussi d'être capable plus facilement de se remettre en question. Donc ça, c'était la première étape, différentes bases. On a ensuite donc le point de la motivation. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait cette année au Parti Animaliste mon mémoire sur la gestion de la motivation bénévole. Et je me suis basée sur la théorie de l'autodétermination. La théorie d'autodétermination, c'est une théorie en psychologie sociale qui part du principe que la motivation intrinsèque est plus durable et intéressante à investir que la motivation extrinsèque. Donc intrinsèque, ça va être quand on fait les choses pour elle-même. Je pense un bon exemple, c'est le don du sang. Si je fais le don du sang parce que je donne mon sang parce que je pense que c'est quelque chose de bien en soi, c'est une motivation intrinsèque. Si je le fais pour avoir de l'argent ou pour qu'on me donne un repas gratuit, c'est une motivation extrinsèque. Et donc c'est intéressant d'investir dans une motivation intrinsèque au sein de son organisation, parce qu'elle est plus durable et elle est visiblement plus efficace aussi.
Donc la motivation, la théorie de l'autodétermination part du principe qu'il faut remplir 3 besoins pour avoir cette motivation intrinsèque au sein d'une structure. Il y a le besoin d'autonomie, le besoin de sentiment d'appartenance et le sentiment de compétence. Donc l'autonomie, vous voyez à peu près ce que c'est la perception que les personnes ont d'être à la source de leurs agissements. C'est la capacité d'un individu à se gouverner lui-même. Donc pour prendre une expression qui n'est pas végane, quand on est autonome dans un projet, on sent qu'on peut prendre le taureau par les cornes, donc on se sent vachement plus investi, vachement plus dans le projet. On va avoir tendance à être plus source de propositions et d'investissement dans son travail. Et donc pour ça, alors c'est pas évident, ça dépend de la structure beaucoup pour mettre en place l'autonomie, mais ça va être déjà d'éviter le contrôle permanent de tout ce qui est effectué, mais aussi peut-être recruter des personnes qui sont très compétentes dans leur domaine, comme ça on est assez serein sur le fait qu'on peut les laisser gérer sans trop regarder ce qu'elles font. Et ça dépend pas mal de la structure, de sa stratégie. On a aussi ensuite le sentiment de compétence. Donc là, c'est le sentiment qu'on exerce ses capacités, qu'on a un sentiment de maîtrise. Donc en gros, c'est quand on se sent compétent et pertinent là où on est. Donc si jamais on fait quelque chose qui est beaucoup trop dur, on va sentir qu'on se sent pas bien, on se sent un peu nul, on sent qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Si c'est trop facile, on s'ennuie. Et donc là, c'est important de travailler l'adéquation tâches et compétences des personnes pour qu'elles aient justement ce sentiment de compétence. Ça peut être aussi faire des feedbacks réguliers. Comme ça, la personne a une meilleure évaluation de la pertinence de son travail. Oui, ça part du constat aussi qu'on a un décalage souvent trop fréquent entre ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Ça génère donc une frustration. Et faire des feedbacks réguliers, ça permet de réduire cet écart-là. Et on a également le sentiment d'appartenance sociale. Donc ça, je vous lis une petite définition qui me semble bien. C'est un sentiment de connexion réciproque avec les autres et à une perception d'unité sécurisante avec d'autres individus. Donc en gros, on est des animaux sociaux. On a besoin d'interaction avec nos semblables, de se sentir reconnus, de sentir qu'on peut compter les uns sur les autres, qu'on fait partie d'un groupe. Et ça, c'est super intéressant à développer au sein d'une structure. Moi, c'est clairement la chose que j'ai le plus aimé mettre en place. Donc, ça va être par exemple créer des événements réservés aux bénévoles, créer des liens avec une lettre d'information interne, s'adresser aux bénévoles en tant qu'équipe. Donc, par exemple, en disant salut l'équipe, j'aimerais que vous fassiez ça, 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 ou on pourrait se retrouver à tel moment. Donc, s'adresser en tant que unité à un groupe d'individus. Ça permet de créer d'entretenir ce sentiment d'appartenance. Et enfin, donc, les buts, c'est pas du tout dans la théorie de l'autodétermination, c'est même plus, j'ai l'impression, à l'opposé, parce que c'est plutôt une motivation extrinsèque. Mais je pense que des buts qui sont co-créés par l'équipe, donc ça mobilise l'autonomie. Et ça permet de motiver aussi l'équipe. Je pense que c'est un élément qui est intéressant. Donc c'est des buts qui sont créés dans la concertation pour créer une finalité commune. Et donc c'est important d'avoir des buts SMART, comme on en parlait l'autre jour, donc qui sont spécifiques, qui sont mesurables, atteignables, réalistes et déterminés dans le temps. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait qu'on a atteint notre objectif. Et ça permet aussi beaucoup de fédérer dans une équipe. Ensuite, on a la coopération. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant de développer au sein d'une équipe, d'avoir une équipe qui coopère les uns avec les autres. Et donc, dans la définition de coopération, j'ai noté le fait de travailler intelligemment ensemble dans un certain but. Donc ça nécessite de se mettre d'accord et ça considère que le travail tous ensemble est plus important que la somme des parties individuellement. Et donc pour ça, je vous propose 2 approches. Il y a l'approche du nudge management et l'idée de prévenir les conflits. Donc je ne sais pas si vous connaissez le nudge management, ça s'inspire des sciences comportementales. Donc le nudge, c'est ce qu'on appelle le coup de pouce. Donc c'est souvent connu parce que dans un aéroport, ils ont mis une petite mouche dans
dans des urinoirs et ils ont diminué drastiquement les frais de nettoyage parce que les mecs s'amusaient à viser la mouche et donc ils s'en mettaient moins à côté. Mais il y a plein d'autres manières de nudger l'environnement. Et donc l'idée, ça va être d'aménager l'environnement ou d'avoir des pratiques incitatives d'un comportement. Et donc dans le nudge management, il y a 5 pratiques incitatives de la coopération. Donc d'abord être dans une dynamique d'aide et de conseil. Donc c'est spontanément intervenir dans la résolution de problèmes, d'apporter son aide lorsqu'elle est demandée. La clarté et l'équité. Ça, c'est super important pour éviter les conflits également. C'est la claire définition des rôles et, de chacun et l'équité. Donc, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une valorisation ou quelque chose qui est distribué, il est fait équitablement et pas de manière arbitraire. Et ça, c'est intéressant. Sauf dans une équipe où on veut développer la créativité. C'est intéressant de ne pas être super clair sur les frontières parce que justement, l'intersection de différentes tâches, ça peut permettre de faire naître des idées. Mais c'est une plus grosse prise de risque en termes de conflit. Donc du coup, si jamais la créativité, c'est pas le but de l'équipe, c'est intéressant de définir clairement les tâches et les rôles de chacun. La reconnaissance et gratification, donc c'est l'élément dont on parlait tout à l'heure. Rien que dire merci, en fait, c'est super. C'est gentil et en plus, ça augmente la performance. Donc c'est pas coûteux et c'est très intéressant. Donc voilà, reconnaître les performances, la collaboration, l'engagement des différentes parties prenantes. Et ça peut être aussi fêter les réussites. C'est un truc que je retrouve fréquemment. Donc une fois qu'on a un but qui est bien défini, on sait quand est-ce qu'il est atteint. Et lorsqu'il est atteint, on peut ensemble fêter la réussite. Donc ça permet aussi de fédérer l'équipe. Il y a l'exemplarité. Donc ça, c'est à peu près évident. C'est en gros, en tant que manager, si on respecte pas les pratiques qu'on souhaite qu'ils soient présentes, c'est une forme de dissonance. Ça fait un peu faites ce que je dis et pas ce que je fais. Enfin, c'est pas super bien reçu en général. Et animation et participation. Donc ça va être l'idée de faire participer les différentes parties prenantes dans la prise de décision, d'animer l'équipe, que ce soit en termes de joie et de dynamisation de l'équipe. Donc ça, c'est les différentes pratiques du nudge management qui sont intéressantes à appliquer pour avoir une équipe plus coopérative. Et on a aussi la partie de la prévention des conflits, parce que c'est très fréquent dans les structures d'avoir des problèmes de gestion de conflits. Et même si ça prend du temps d'investir dans la gestion des conflits, c'est toujours quelque chose qui, je pense, est efficace, parce qu'on va pouvoir mieux appréhender des situations difficiles. Donc ça peut passer par le fait de se connaître les uns les autres. Déjà, ça aide beaucoup à désamorcer plein de tensions, parce qu'on sait que si la personne elle répond un peu sèchement, c'est plus que à part quand elle écrit, elle est plus sèche qu'à l'oral. Ou savoir que y en a qui ont un enthousiasme démesuré et d'autres beaucoup plus contenu, mais que finalement la joie générée est à peu près équivalente. Donc voilà, apprendre à se connaître les uns les autres, c'est vachement important dans une équipe pour prévenir les conflits. On a aussi le fait de faire des points réguliers sur comment est-ce que chacun se sent, que ce soit individuellement ou en équipe, être dans une posture d'écoute. Et ça peut être aussi investir dans la CNV, donc la communication non violente. Donc former l'équipe à définir ses besoins, pour comprendre ce qu'elle ressent, à formuler une demande aussi pour résorber un problème. Donc ça, c'était sur la partie de la coopération. Et enfin, la partie des valeurs. C'est quelque chose que j'ai souvent lu, du fait que avoir des valeurs dans une structure, ça permettait de fédérer l'équipe, mais aussi de la cadrer. C'est-à-dire que lorsqu'une des valeurs n'est pas respectée, n'est pas incarnée par un des membres de l'équipe, on peut recadrer en fonction d'un cadre qui est les valeurs qu'on a définies ensemble. Alors ça peut être, si jamais il n'y a pas de valeurs préexistantes, ça peut être intéressant justement de co-construire des valeurs au sein de la structure ou de recruter en fonction de ces valeurs-là. Donc moi l'exemple d'L214, il me parle pas mal. Ils ont plusieurs valeurs qui leur permettent de cadrer le travail. Donc la bienveillance, la responsabilité, l'humilité, le pragmatisme, la coopération et la fiabilité. Et ce qui fait qu'elles sont vachement diffuses. Si vous discutez avec pas mal de salariés de 214, ils sont capables d'énumérer les valeurs spontanément. Ce qui fait qu'eux-mêmes, ils sont capables de beaucoup mieux se rendre compte si leur attitude correspond au cadre qui a été défini. Mais aussi pour les managers, c'est beaucoup plus facile de recadrer une situation en faisant appel aux valeurs de la structure.
Donc, voilà. Donc là, c'était pour une introduction plus théorique. Et maintenant, on a à peu près 25 minutes pour pouvoir échanger ensemble sur vous, est-ce que dans l'environnement managérial que vous vivez, est-ce que vous avez des idées de bonnes choses, bonnes pratiques que vous trouvez intéressantes à mettre en œuvre, ou est-ce que ça vous a donné envie ou des idées de mettre en place certains éléments? Qu'est-ce qui fonctionne bien ou moins bien et qui pourrait être amélioré? Voilà.